il faut que je me bouge malgré la chaleur et l'envie de ne absolument rien faire, même pas lire pour tout vous dire. Coucou, on est mardi, j'ai introduit mardi parce que j'ai pas eu le temps de filmer hier et j'ai quand même quelques trucs à vous dire, à vous montrer. J'ai quand même avancé quelques lectures, donc on va essayer de faire ça de manière à peu près organisée. J'ai terminé Mistborn, je sais pas si je vous l'ai dit, je ne crois pas, donc Fils des Brumes, le premier tome de Brandon Sanderson qu'on devait lire en juillet dans le cadre du Cosmere Along organisé par Juliette. Je ne suis pas en avance, mais Juliette a décalé un petit peu toutes les lectures du Cosmere Along, donc tout va bien, j'aurai le temps de rattraper. Je sais pas trop ce que je vais vous en dire parce que comme à chaque fois que je lis un livre sur liseuse, je ne prends pas de notes. Sachez juste que j'ai trouvé, comme je vous l'avais déjà dit, je crois qu'il y a un moment au début, dans le premier tiers, où il y a un petit peu des longueurs concernant l'explication de la magie. Je trouve que c'est hyper dense. Alors je conçois totalement qu'on aime le côté apprentissage de la magie, donc enfin, c'est plus personnel qu'un défaut général, c'est totalement subjectif. C'est juste que moi j'ai trouvé que c'était un moment un petit peu long et un petit peu trop dense. Et je pense que ça joue très très grandement du fait que la magie ressemble un petit peu, pour certaines choses, à celle de Rochard. Et du coup, ça me semblait déjà familier, j'avais pas l'impression d'avoir besoin de tellement d'explications. Surtout qu'on y revient plusieurs fois, etc. Ceci étant dit, une fois que ce gros passage est passé, les moments d'apprentissage étaient cool parce qu'ils étaient plus dilués et plus déconcentrés et un petit peu éparpillés, c'était vachement chouette. J'ai beaucoup aimé l'évolution du personnage principal, donc celui de Vin, qui a des moments de doute, qui est une adolescente, elle a 16 ans, qui... Alors, c'est une adolescente qui vit dans un monde où l'adolescence n'existe pas vraiment, hein, concrètement, mais elle ressemble par certains aspects à une adolescente classique, et il y a certaines choses qui m'agaçaient un petit peu chez elle, et encore une fois, c'est purement personnel, parce que en soi, la construction du personnage est hyper cohérente et hyper bien faite, donc c'est vraiment très très personnel. Et en fait, la manière dont ça a évolué, ça m'a plutôt bien plu, je trouvais que c'était hyper intéressant, bien fait, bien mené. La fin, comme toujours chez Sanderson, du roman était en explosion et tout en révélation, et voilà, donc c'était très très cool. Donc voilà, c'était une bonne lecture, j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai, très concrètement, que j'ai lu Rochard, et je pense que c'est difficile de soutenir la comparaison avec Rochard, qui est vraiment l'aboutissement du travail de l'auteur, je pense, mais c'est quand même très très chouette, c'est quand même très intéressant, c'est dense, c'est riche, mais c'est bien mené, c'est intelligent, ça pose des questions. On retrouve des thématiques communes avec Rochard et d'autres livres de l'auteur. Quand on commence un petit peu, petit à petit, à se plonger dans le Cosmere, notamment là, je lisais Yumi en parallèle, il y avait des choses qui se répondaient, c'était plutôt cool. Donc je suis contente de l'avoir lu. Je lirai le tome suivant, donc le tome 2, je sais pas trop quand, mais prochainement a priori. Là, pour faire une petite pause, entre guillemets, j'ai attaqué L'âme de l'empereur, aussi de Sanderson, mais c'est une novella, ça fait une centaine de pages, donc c'est très cool et très détente. Et j'aime beaucoup, je trouve ça très très chouette, j'aime beaucoup L'âme de l'empereur, puisque on va retrouver un personnage qui s'appelle Shai, je crois, qui en gros, alors ça va être compliqué parce que je suis pas sûre d'avoir tout le vocabulaire et j'en suis un peu au début, mais l'idée en gros, c'est qu'elle arrive à dupliquer ou imiter, ou je ne sais pas trop exactement comment, les objets. Pas que les objets, mais notamment les objets. Donc elle s'est fait choper parce qu'elle a fait une contrefaçon d'un tableau. Et en fait, ça fonctionne avec un système de tampons. Donc il faut saisir l'âme de l'objet, a priori, comprendre, réussir à comprendre comment il a été fabriqué, les conditions, etc. Donc ça, c'est le côté très magique, hyper intéressant. Et après, ils font un tampon et ils peuvent dupliquer de manière plus ou moins parfaite ou pas, selon leur talent, des objets. Et ce qui se passe au tout début, c'est qu'en gros, l'empereur a été agressé, sa femme a été assassinée, et lui est en vie, mais il est plus là, quoi. On demande à Shai, en échange de sa vie, de recréer l'âme de l'empereur. Voilà. Donc c'est évidemment extrêmement complexe, beaucoup plus que pour un objet, et c'est très chouette, c'est très intéressant, mais j'en suis au tout début, donc je pourrais pas trop vous en dire plus. Ceci dit, j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment intéressant, notamment, encore une fois, parce que comme je lis Yumi et qu'on parle un peu de l'âme des objets, c'est drôle de retrouver ces thématiques d'un livre à l'autre, et même le rapport magicien à la magie, même si les magies sont pas toujours similaires d'un livre à l'autre, il y a quand même un rapport un peu commun, je trouve. Enfin, bref, c'est très très chouette, j'aime beaucoup cette novella, donc j'ai pas beaucoup avancé parce que j'étais très fatiguée, mais j'avance tranquillement, et c'est pas vraiment pressé non plus. Et je pense qu'ensuite, je lirai, j'ai reçu en SP numérique, j'ai perdu le titre, je vous remets la couverture ici.
de chez Mu, donc je lirai ça pareil, qui fait une centaine de pages, donc je pense que ça va y passer après. Mais là, j'étais pas trop dans le mood de lire ça qui est plus engagé, j'avais plus envie d'un truc fantasy, mais un peu léger quand même, enfin léger, en tout cas court, ce qui est le cas de l'âme de l'empereur, donc ça tombait très très bien. Oui, je suis coiffée comme quand il fait 45 degrés, hein, voilà, désolée. Bref, sinon, avec Pénélope, on a très très bien avancé Yumi, on en est plutôt vers la fin, donc je pense qu'on va essayer de terminer ça aujourd'hui, si ce n'est demain ou plus tard. C'est vraiment, pour moi, un coup de cœur. Je peux pas... Enfin, si, je peux expliquer pourquoi j'adore ce livre. Je sais qu'il ne fait pas l'unanimité. Je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, mais moi j'adore l'ambiance, j'adore les personnages que je trouve hyper intéressants, hyper aboutis, je vous en ai déjà parlé. Donc le personnage de Yumi, qui est un personnage qui a grandi dans un espèce d'univers un peu sacrificiel, où elle est à la fois vénérée presque comme une déesse, comme une grande prêtresse, mais en même temps elle a aucun espace pour exister en tant qu'individu, et elle est soumise totalement aux règles qu'on lui impose depuis qu'elle est bébé et qui va montrer que être ce qu'elle est et avoir été élevée comme elle a été élevée ne veut pas forcément dire qu'on n'a aucun caractère, qu'on est euh, d'accord avec tout et qu'on se laisse faire, ce qui n'est pas du tout son cas. Et j'aime beaucoup la manière dont ce personnage à la fois est présenté au début et évolue. Et on va avoir le personnage de peintre qui, lui, vit dans un monde à l'opposé où il a toujours eu la liberté de faire des choix, de faire plus ou moins ce qu'il voulait et qui, eh bien, au contraire, est submergé par ce trop de liberté quelque part, parce qu'il peut tout faire, mais c'est bien dans l'idée de pouvoir tout faire, mais est-ce que concrètement, il peut vraiment? Il y a des questions autour de l'anxiété, autour du fait d'être introverti, etc., ce qui est plutôt a priori le cas de peintre, et même s'il peut, en théorie, bah, dans les faits, c'est très compliqué pour lui. Et on a ce parallèle entre ces deux personnages, ces deux vies totalement différentes, dans deux mondes totalement différents, et j'aime beaucoup la manière dont ils interagissent, la manière dont ils sont pas d'accord et ils se poussent l'un l'autre à avancer, évoluer, changer, parfois gentiment, parfois de manière un peu plus brusque, la manière dont leur caractère se frotte et se heurte, je trouve ça très chouette et j'adore l'ambiance générale du roman. J'adore les deux univers que je trouve hyper bien faits, hyper bien menés, hyper intéressants, et à la fois ce qui les sépare et ce qui les rapproche petit à petit, parce que vous imaginez bien qu'il y a un lien. Et enfin, quand je dis deux univers, c'est deux planètes en fait, hein. Ça fait partie du même univers, ça fait partie du Cosmere, mais je veux dire, ils sont sur deux planètes différentes. Et je trouve ça tellement bien fait et je suis hyper sensible à l'ambiance de ce roman, vraiment. Ça m'emporte directement. Je trouve qu'il se lit tout seul, malgré le fait qu'il ne soit pas si petit. Je trouve que ça se lit tout seul. C'est difficile de le poser, c'est difficile de l'arrêter, alors qu'en ce moment j'ai un peu de mal à avancer mes lectures, même les plus simples. Donc vraiment, je suis à fond, j'adore. Et je pense enfin, Pénélope a un chapitre d'avance, donc je vais la rattraper, puis on va tranquillement avancer, continuer, terminer et vous en reparler. Je pense que je ne vous ai rien appris, je vous ai dit tout ce que j'avais déjà, tout ce que je viens de dire, je l'avais déjà dit, mais je veux pas trop spoiler parce que je trouve qu'y aller un peu les yeux fermés, c'est plutôt cool, voilà. En tout cas, sachez que si vous avez lu Rochard et sûrement plusieurs novellas de Sanderson, vous allez retrouver plein d'easter eggs et c'est trop cool. J'ai pas lu tout Rochard, j'ai pas lu tout ce qui est sorti de Rochard actuellement. Je pense que j'ai un tome et demi de retard, mais je retrouve plein de trucs, plein de clins d'œil, plein de références. On retrouve le personnage d'Oïd qu'on retrouve déjà chez Tress et qu'on retrouve dans Rochard, il me semble, qu'on retrouve très rapidement dans le tome 1 de Mistborn. Enfin, voilà, il y a ces trucs hyper chouettes que j'adore et que je trouve très intelligemment faits. Et pour ne rien gâcher, les illustrations sont d'une beauté incroyable. C'est je vous l'ai déjà montré, hein, mais ça, voilà, c'est soufflant, c'est très beau. Donc j'adore cette lecture, pour moi ça va très probablement être un gros coup de cœur. D'autant que là on est dans l'accélération finale et c'est un peu haletant. Donc hâte de vous en reparler. Enfin, hier, j'ai bien avancé Yellowface, donc de R.F. Kuang, puisque j'ai écouté, je pense, 70 pages et qu'il me reste une petite centaine de pages, soit 2h30 d'écoute. Je vais essayer de terminer ça aujourd'hui parce qu'il est vraiment temps que j'attaque le TG Clown de l'Explora Livre de ce mois-ci, vu qu'on est à la fin du mois, ça serait bien. Donc voilà, très chouette lecture, très intéressante. Je vais avoir du mal à en parler parce que je peux pas prendre de notes, hein. Déjà, rien que me concentrer sur ma lecture slash écoute,
c'est pas évident et dès que je suis interrompue, je suis un peu perdue. Enfin, ça me perturbe beaucoup parce que ça me demande beaucoup de concentration. Alors, prendre des notes, laisser tomber, c'est même pas la peine. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant puisque je crois que je vous en ai déjà parlé. On suit ce personnage de June qui va se retrouver au tout début avec son ami. Je mets des gros guillemets parce que c'est très vite vu, hein, l'amitié, mais bon, bref. Athéna, qui est une autrice à succès, qui est d'origine asiatique et qui va s'étouffer pendant leur soirée avec un pancake. Elle va mourir et June va voler à Athéna son dernier manuscrit en sachant qu'Athéna, quand elle écrit un livre, elle n'en parle à personne, elle fait tout à la main ou alors sur une machine à écrire à l'ancienne. Donc June prend peu de risques en lui piquant son manuscrit. En gros, c'est ça l'idée. Et ça va, bah voilà, elle va le retravailler parce que c'est un premier jet, alors bien abouti, mais un premier jet. Elle va totalement le retravailler. Elle va trouver une éditrice qui va être intéressée et elles vont le retravailler, etc. Et ça va poser beaucoup de questionnements autour de l'édition aux États-Unis, par exemple, autour du racisme ordinaire et du racisme de manière plus générale, dans la manière dont June perçoit notamment Athéna mais la manière dont la société réagit par rapport à certaines choses, enfin, voilà, de manière plus large, ça va parler de racisme. Ça va aussi parler de... Comment ça s'appelle? J'ai oublié le terme, mais en gros, on va aussi parler de la manière dont, bah, par exemple, ici, les personnages asiatiques se revendiquent ou pas de leur origine, comment certains utilisent ou pas ces origines pour faire des choses, voilà. Enfin, ça va parler de beaucoup de choses, en sachant que l'autrice est d'origine asiatique, donc voilà, il y a quand même, on n'est pas sur, justement, on n'est pas comme June qui va piquer ce roman qui parle de personnages chinois et qui s'approprier un pan de la culture chinoise. Là, on n'est pas là-dedans, justement. Et ça va parler du harcèlement sur Twitter, ça va parler de la manière dont le public reçoit les livres et comment on peut très vite se retrouver dans des polémiques, voilà, et comment ça peut aussi très très vite passer. Et bref, ça va vraiment parler de beaucoup de choses qui, je pense, ne sont pas sans faire référence à la vie de l'autrice. Très concrètement, je pense clairement que c'est... Alors, apparemment, elle a dit que non. Mais sincèrement, j'en parlais avec une copine sur Instagram qui l'a lu. Je pense quand même que c'est inspiré de certaines des expériences de l'autrice. Bon, après, voilà, c'est mon interprétation. J'ai peut-être totalement tort, et voilà. Mais je trouve quand même que c'est très chargé en choses. Voilà, un peu en. Il y a parfois un peu ce côté. On dirait un peu de rancœur quelque part là-dedans. Alors moi, ça me dérange pas. Je trouve au contraire que c'est hyper intéressant parce que bah, ça parle de vraiment beaucoup de choses, de société notamment, et que je trouve que le personnage de June est extrêmement bien fait, à la fois dans son côté détestable, comme aussi dans ses faiblesses qui la rendent très humaine, et même si on peut pas approuver ce qu'elle a fait et ce qu'elle fait par la suite, eh ben, on peut, je sais pas si comprendre c'est le mot, mais voilà, on peut réussir à pas avoir que le négatif chez elle, et on se rend compte que Athéna, qui est portée au nu au début, bah, elle aussi a fait des choses pas forcément cool. Enfin, c'est très très nuancé, hein, c'est vraiment. Mais je trouve ça hyper intéressant. Bref, j'en parle très très mal. Je crois que Juliette en a parlé et à mon avis, elle l'a fait beaucoup mieux que moi, de mémoire. Enfin, c'est sûr qu'elle l'a fait puisque si j'ai eu envie de le lire, c'est grâce à elle. Donc, elle l'a fait. Je vous remets ça si j'y pense en barre d'infos. Si ça vous intéresse, parce qu'elle en parlera sûrement beaucoup mieux que moi du fait qu'elle ait une lecture beaucoup plus fluide que moi qui suis, voilà, j'en suis encore j'ai encore du mal à me détacher du texte et interpréter, voilà. C'est plus facile pour moi de le faire en français, quoi. Soit, en tout cas, j'aime beaucoup cette lecture. J'aimerais beaucoup la terminer aujourd'hui parce que j'aimerais beaucoup attaquer In the Lives of Puppets de T.J. Klune parce que je suis à la bourre plus. Et enfin, dernière chose dont j'aimerais vous parler, hier j'ai reçu une surprise dans ma boîte et c'était ceci. Donc les éditions Le Bélial m'ont envoyé le dernier des aînés d'Adrian Tchaikovsky. Alors je ne crois sincèrement pas l'avoir demandé. C'était une très bonne surprise, j'étais ravie, d'autant que c'est Adrian Tchaikovsky, et si vous suivez un petit peu, vous savez que j'ai absolument adoré dans La Toile du Temps, j'ai absolument adoré dans Les Profondeurs du Temps, et j'étais absolument ravie de recevoir ça parce que bah, il va sortir bientôt, là, fin août. Peut-être que quand cette vidéo sortira, il sera sorti. Je crois que c'est le 23, je vous remettrai ça. Et je l'ai entamé dans la foulée parce que c'est court et que ça m'a fait envie.
Et je me suis dit, bah en fait, il faut que j'arrête de me forcer à lire des trucs qui me font pas envie, parce que c'est ça qui fait que je lis pas et que j'avance pas. Donc j'ai décidé d'attaquer ça, et j'en suis presque à la moitié. Ça fait 160 pages, je crois. Et c'est très très chouette parce qu'on va suivre en gros un espèce d'univers qui, dans le premier chapitre, ressemble fortement à un univers de fantasy. On va suivre une quatrième fille de lignée, qui est donc une princesse, qui va monter jusqu'à cette espèce de château en haut de la montagne, et pour solliciter le magicien qui vit là, parce qu'ils ont fait un pacte de sang dans le passé avec son arrière-grand-mère, je crois, et qu'il y a à nouveau des attaques voilà, dans le royaume, et qu'elle a besoin de son aide. Et elle va aller le solliciter, en sachant que le magicien, personne ne le voit jamais, que voilà, il vit dans son truc, et c'est le dernier a priori. Et dans le chapitre suivant, on va se retrouver du point de vue de ce fameux magicien qui est un anthropologue qui arrive de la Terre, qui est là pour étudier en gros les colons, les descendants des colons arrivés X siècles plus tôt. En fait, il se réveille parce que quelqu'un vient de frapper à la porte en gros, et il voit débarquer cette jeune princesse qui ressemble très fortement à l'arrière-grand-mère qu'il a connue et aimée a priori, et qui se retrouve embarquée dans cette quête. On est vraiment vraiment dans quelque chose, un mélange parfait entre de la fantaisie et de la SF. J'ai retrouvé à travers le personnage de Nier, j'ai retrouvé toutes les thématiques qu'aime, je pense, l'auteur, qui touchent beaucoup l'auteur, à savoir le côté chercheur, le côté bah, voilà, science, tout l'aspect autour de la solitude, puisqu'a priori, il a plus de nouvelles de la Terre depuis 291 ans, donc potentiellement, il est le dernier. Alors, c'est des humains hein, qui vivent sur cette planète, mais c'est des descendants de colons, et ils ont totalement oublié la technologie, etc. Donc, on n'est quand même pas sur le même, voilà, le même plan. Et a priori, il n'y a plus d'humanité en fait. Enfin, il n'y a plus d'humanité sur la Terre. Donc, on retrouve cette thématique sur la solitude, sur la dépression, sur la technologie qui peut essayer de faire en sorte que toutes les émotions dues à la dépression et tout ce qui fait que ça va pas soient inhibées, mais et on parle de ça aussi. Et c'est passionnant, quoi. Moi, j'adore tellement cet auteur. Je trouve qu'il a un talent pour décrire ces problématiques typiquement humaines. C'est des choses à la fois très du quotidien et transposées dans des univers assez incroyables. Je ne vais pas beaucoup plus vous en parler, je vais le terminer et on en reparlera de toute façon. Mais j'étais hyper contente de découvrir ça dans ma boîte. Donc je remercie le Bélial pour cet envoi qui me réjouit parce que vraiment, c'était un peu ce dont j'avais besoin, je pense, là. Ça m'a relancé, dans la lecture de manière fluide et avec envie, et voilà. Donc c'est très très chouette, j'en suis absolument ravie. Je suis page 85 sur 170 pages, donc vous voyez, ça va aller très très vite. À terminer, donc on en reparle très bientôt, peut-être demain, peut-être après-demain, ça va dépendre de comment j'arrive à lire et aussi ce que je dois finir. Voilà, c'est tout pour le point lecture du jour. J'ai 1000 lectures en cours que j'ai pas avancé, j'ai pas du tout avancé le Chant des Géants, j'ai pas terminé Magnus of the Library alors que c'est tout petit, que j'ai pas d'excuses, qu'il faut que je me bouge. J'avais quoi d'autre en cours? La Fabrique des lendemains. Je l'ai pas tout à fait terminé, mais presque. Bon, voilà, je suis pas du tout en avance. J'ai franchement du mal à lire, mais je pense que c'est totalement dû au fait qu'il fasse si chaud que j'ai un peu tout le temps mal à la tête et que j'ai du mal à rester assise. Vous voyez, j'ai l'impression de tout de suite d'étouffer, quoi. Donc c'est un peu compliqué, mais je pense que c'est pareil pour tout le monde. Je ne vous apprends rien et je n'invente rien. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser parce que les éclairages, ça chauffe, mine de rien, ça a beau être des LED, ça donne cette impression de cuir, voilà. Donc je vous laisse pour aujourd'hui, j'ai parlé bien assez longtemps, surtout que je suis censée filmer d'autres trucs, donc je vais essayer de me dépêcher pour ne pas finir rôti. On se dit à demain. Coucou, on se retrouve, on est mercredi soir. J'ai ma tête il fait 40 000 degrés, enfin bon, bref, vous savez, peu importe. Je reviens rapidement parce qu'on a terminé. On a terminé Yumi et le peintre de cauchemar de Brandon Sanderson avec Pénélope et c'était trop bien. J'ai adoré cette lecture. Je ne vais sûrement pas être Je ne vais pas être très pertinente, je pense, parce que je suis un petit peu fatiguée, mais je voulais signaler qu'on avait terminé ça, que c'était trop cool et que j'ai adoré la fin. J'ai adoré la dédicace à la fin, je trouvais que c'était trop bien. Brandon Sanderson dit que c'est un peu un de ses chouchous dans les projets secrets et je comprends. Il y a quelque chose de très différent, très doux, très personnel que j'ai beaucoup aimé.
Bref, très très bonne lecture, je vous recommande vivement. Il y a énormément de références à Rochard, j'en ai vu une ou deux à Miss Born, et sûrement d'autres livres du Cosmer que j'ai pas du tout capté parce que j'en ai pas lu forcément tant que ça. Si Eilantris, j'en ai vu aussi. Mais bref, c'était trop cool, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré la manière dont se dévoilaient les choses, j'ai adoré le gros focus qu'on a sur les deux personnages, à l'exclusion un petit peu du reste du monde et la manière dont ils se construisaient l'un et l'autre, alors qu'ils ne pouvaient pas physiquement être ensemble. Il y avait quelque chose de très intime dans ce récit que j'ai particulièrement apprécié, que j'ai trouvé riche, intelligent, beau, enfin vraiment très très chouette. Donc vraiment très bonne lecture, si j'ai le courage, j'en reparlerai demain. Voilà, mais je voulais quand même vous faire coucou aujourd'hui et vous dire que ça avait avancé. Il y a des bruits bizarres. Que ça avait avancé, que c'était terminé. J'ai aussi un tout petit peu avancé ça, mais pas tant que ça. J'ai pas énormément lu, très sincèrement. J'ai beaucoup écouté Yellowface et j'ai presque terminé, puisqu'il doit me rester 25%. Mais j'ai pas tellement lu. Il fait trop chaud, j'arrive pas à me concentrer. Dès qu'il fait chaud, j'ai très rapidement et facilement les migraines qui arrivent. Donc c'est un peu compliqué pour la lecture, mais j'avance tranquillement et doucement. Sauf qu'il faudrait que je me bouge un petit peu le popotin parce qu'on est vraiment à la fin du mois, que mon défi lecture avance très 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 lentement, que les Explora-Livres n'avancent pas du tout. Donc là, il faut vraiment que je me bouge, surtout que je voulais aussi absolument lire Pénélope Reine d'Ithaque avant la fin du mois. Ça va être chaud, hein, parce que là, il reste 7-8 jours. Ça va être compliqué. Mais on va essayer de tout donner et de rattraper, parce que là, a priori, la chaleur va un petit peu se calmer à partir d'après-demain. Voilà. Demain, je vais à la piscine toute seule avec les deux enfants, parce que bah voilà, c'est comme ça. Donc ça va être encore une journée bien hard, mais ça va le faire. Et puis sinon, ben c'est tout ce que j'avais à vous dire, je pense, pour aujourd'hui. Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter très sincèrement, parce que comme je vous dis, j'ai pas tant lu que ça. J'ai un petit peu avancé l'âme de l'empereur, j'ai dépassé la moitié et c'est très chouette, j'aime beaucoup. Je vous en reparlerai parce que là, encore une fois, je ne suis pas dans la meilleure des formes pour être d'une pertinence absolue. Mais sachez que c'est une novella que j'aime énormément et que je trouve très très chouette et assez différente de la plupart des écrits, je pense. Voilà. Je vais donc vous laisser pour ce soir. Je vais vraiment essayer demain de faire un vrai point lecture. Peut-être sur Yumi, mais j'en ai quand même déjà pas mal parlé, donc je vois pas trop ce que je peux ajouter sans spoiler, mais bon, on verra bien ce que je suis en mesure de proposer demain, en sachant que j'ai du montage à faire, que j'ai la vidéo du bilan de la passe miroir à monter et que c'est un bon gros morceau. Donc voilà, il faut que j'arrive à partager un petit peu toutes ces tâches tout en essayant de survivre, tout simplement. Donc je vous laisse et on se dit à demain. Coucou, on se retrouve, on est vendredi soir et j'ai terminé 3 livres dans le laps de temps où je ne vous ai pas pris. J'en ai terminé 2 hier soir très tard et j'en ai terminé un là. C'est pour ça que je vous ai pas pris hier, parce qu'en fait la journée j'ai pas assez lu. J'ai terminé le soir assez tard et bah du coup pas le courage. Voilà. J'essaie désespérément de trouver une solution pour poser le téléphone. Soit. Donc on va essayer de faire ça dans l'ordre à peu près chronologique, bien que... J'ai terminé en premier, hier, le dernier des aînés d'Adrian Tchaïkovski, qui est donc, je vous en ai parlé je crois, un SP que j'ai reçu de la part de Le Bélial. On comprend dès le 2e chapitre que ce fameux aîné, ce mage, ce magicien, cet être surnaturel pour l'Inès et son peuple, est en réalité un anthropologue, qui est le dernier terrien à être resté après que tout le monde soit rentré sur Terre un petit peu en urgence, et que ça fait bientôt 300 ans pour lui qu'il n'a pas de nouvelles de l'humanité, et que c'est un petit peu pour ça qu'il a aidé la grand-mère de l'Inès il y a X dizaines d'années plus tôt, parce que bah, il se sentait seul et qu'il a décidé d'interférer dans ce monde où il ne devait pas du tout interférer. Et donc il va se retrouver pour sa part face à une espèce de problématique entre ce qu'on attend de lui en tant qu'anthropologue, son devoir, son contrat en fait, hein, tout simplement, et en même temps le fait qu'il est presque sûr qu'il n'y a plus de terre, plus d'autres terriens, et donc à quoi bon se tenir à cette parole, vous voyez. Donc on va être dans cette espèce de double vision des choses qui est assez incroyable,
où on va voir des événements de l'œil de l'Inès et pour qui ça va être des choses surnaturelles, incroyables et étonnantes et inexplicables, donc de la magie, et qui vont être des choses parfaitement rationnelles pour Nier, parce que lui, il a les explications scientifiques qui font que. Et on va être du coup face à cette espèce de double récit tout le long de l'ouvrage, qui est assez court, hein, ça fait 170 pages, et c'était trop bien, j'ai adoré. On va retrouver des thématiques, je pense, un petit peu chères à l'auteur, je pense notamment à la santé mentale, à la dépression, à la solitude, au fait d'être, encore une fois, le dernier humain, alors pas le dernier humain cette fois, mais le dernier terrien en tout cas. On va retrouver ces problèmes d'éthique, de rapport à la mission d'origine et d'oubli de cette mission, parce que à quoi bon continuer une mission quand il n'y a plus personne d'autre en fait, dans la mesure où lui faisait une étude anthropologique et que qui va lire ses rapports quoi. Et on va être confronté à toutes ces problématiques hyper intéressantes, très humaines, passionnantes, que j'adore, que je trouve que Adrian Tchaïkovski a une représentation de la dépression notamment qui est assez réaliste. Je suis pas forcément une grande experte en la matière, hein. Je suis pas, voilà, j'ai pas forcément toutes les connaissances, etc. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui fait très vrai et qui est très compréhensible, d'autant qu'on a un personnage qui, de base, est dépressif, mais c'est accentué par les événements, ou plutôt les non-événements en fait. Et on va avoir le personnage de l'Inès qui elle est un petit peu perdue, qui va être confrontée à d'autres problématiques humaines également, hein. À savoir par exemple le regard de sa mère, à savoir le regard de son peuple sur elle, le fait d'être la petite dernière qu'on traite un petit peu comme une tête brûlée qui fait que des bêtises et qui est pénible, et le besoin de reconnaissance, le besoin de respect, etc. Enfin bref, on est sur des problématiques typiquement humaines, purement humaines, hyper intéressantes. Je trouve qu'Adrian Tchaïkovski a vraiment une plume qui montre certaines choses de l'humanité qui ne sont pas forcément les plus belles ou les plus glorieuses, ou voilà, mais avec une sorte de douceur et de tendresse dans le regard, et évidemment l'histoire en elle-même est plutôt cool. J'ai trouvé qu'il y avait des thématiques communes, j'en dirais pas plus, avec une des grandes problématiques de Dans les profondeurs du temps qui était hyper intéressante. On a une part aussi un petit peu de mystère pas expliqué, non résolu. Il y a ce côté aussi nouveauté, ce côté surprenant de certaines choses qui se passent et qu'on retrouve encore une fois dans la duologie que j'ai lue précédemment. Et j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était hyper bien fait, que les relais entre les personnages étaient très bons, vu que du coup c'est un roman choral. Les relais entre les personnages étaient très bien faits, très bien menés, c'était hyper fluide, c'était hyper intéressant. On est beaucoup plus proche, la narration fait qu'on est plus proche de Nier que de l'Inès, mais je sais pas, c'est logique et cohérent parce qu'on est potentiellement plus proche de lui, nous, lecteurs, que d'elle, de par la manière dont ils vivent, etc. Bref, c'est trop chouette, c'est ça aussi ce côté évidemment futuriste, hein, vous imaginez bien. Bref, j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment une espèce de pause un peu comme ça, cette espèce de roman un peu hybride de science-fantasy, mais vraiment avec ce côté très marqué, très, comment on peut dire, ces deux narrations qui sont volontairement extrêmement éloignées l'une de l'autre. C'était trop chouette. Je sais pas si j'en parle très bien, il est très tard, je suis fatiguée. Je suis désolée si je ne rends pas hommage à la qualité de ce texte, mais sachez que j'ai adoré, que c'était vraiment une très bonne lecture. Je suis ravie de l'avoir reçu, je suis ravie de l'avoir lu, et je vous encourage à le lire parce que je trouve que c'est vraiment ce genre de récit un peu court qui fait une très bonne pause, par exemple, entre deux gros pavés, ou qui va se lire très vite, très bien, et qui a toutes les qualités nécessaires à un bon livre. Aujourd'hui, j'ai terminé ça. Donc, c'est Yellow Face de R.F. Kuang. Je ne sais pas où j'ai foutu la jaquette. C'est pas très grave. C'est un roman qui est extrêmement glauque parce qu'il n'y a aucune relation saine dans cet ouvrage. Il n'y a que des relations toxiques. Et c'est terriblement angoissant quelque part. Et en même temps terriblement réaliste. Alors, je dis pas que tout le monde n'a que des relations toxiques. Heureusement non. Mais ça, en condensant toutes ces relations toxiques qui parfois, dès le début, on le voit qu'elles le sont, parfois c'est plus insidieux,
Ça permet une réflexion sur voilà, notre rapport à certaines personnes, que ce soit au travail, que ce soit des connaissances, que ce soit ce qu'on pense être des amis, que ce soit la famille. Et c'est hyper intéressant de ce point de vue-là, du point de vue des relations. C'est aussi très glauque parce que le pitch de base est très glauque concrètement, et que June va se retrouver très rapidement dans beaucoup de réflexions autour de ce qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'elle va, dans un premier temps, essayer de s'auto-justifier en disant je l'ai pris non pas pour le voler, mais pour que ce manuscrit ait une chance de voir le jour. C'est ce qu'Athéna aurait voulu. Et puis petit à petit, elle va le retravailler parce que c'est un premier jet, qu'il y a des passages qui ne sont pas écrits. Enfin voilà, il y a toute la trame, mais il y a plein de trous, il y a plein de trucs à retravailler. Et qu'elle va y passer beaucoup de temps et qu'elle va se dire, en fait, c'est moi qui l'ai écrit, j'ai quasiment tout fait. Elle va se retrouver à se dire que c'est son manuscrit. Et en fait, il y a toute cette évolution par rapport à ce vol et à cette appropriation. Et dans quelle mesure dans quelle mesure il lui appartient ou pas, voilà. Et en même temps, ça va développer chez elle forcément une espèce de paranoïa, parce qu'elle n'a qu'une peur, c'est que quelqu'un découvre que ce manuscrit a été volé. Et ça, enfin bref, ça va poser plein de questions autour de ça. Et ça va aussi poser plein de questions par rapport au racisme, puisque Athéna est une femme d'origine asiatique, donc chinoise, il me semble, taïwanaise, je sais plus. Donc la manière dont June en parle, June est extrêmement raciste, je vous le dis, elle a beau dire que non, elle est extrêmement raciste, elle dit beaucoup de choses très très racistes, et elle a une pensée de femme blanche, voilà. Et aussi du rapport qu'ont les gens à l'appropriation culturelle, puisque le roman qu'elle a volé portait sur les travailleurs chinois pendant la Première Guerre mondiale qui étaient envoyés en France. Et donc l'appropriation culturelle, dans quelle mesure une femme blanche peut se permettre de parler de l'histoire de minorités exploitées. Ça va aussi parler de racisme dans le milieu éditorial, dans le milieu médiatique, dans voilà, plein de sphères. Ça va beaucoup parler de milieu éditorial de manière générale et de tout le côté toxique et marketing de l'édition aux États-Unis, je pense de manière beaucoup plus exacerbée que peut-être qu'en France, quoique j'en sais pas grand-chose puisque voilà, mais ça parle de beaucoup de choses en fait, beaucoup de sujets de société. Ça va présenter des personnages qui ont le mérite, il faut bien le dire, d'être très nuancés, de ne pas être ni totalement bons, ni totalement mauvais. Très loin de là, ils sont même pas du tout bons et plus mauvais de manière générale. Et finalement, même les personnages qu'on pourrait, dans un premier temps, vouloir défendre, typiquement Athéna, a de très très grosses parts d'ombre et a plein de choses qui vont pas dans sa manière de faire les choses, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses remises en question. Ça, voilà, ça parle de plein de trucs, Et c'est hyper intéressant dans la manière de décrire l'être humain. C'est hyper intéressant dans la manière dont June parle d'elle, réfléchit par rapport à elle, sa relation avec Athéna, sa relation avec sa famille, son passé, son rapport à la popularité, au succès, etc. Et ce qu'implique le fait de ne potentiellement plus avoir de succès, de ne potentiellement plus pouvoir écrire parce qu'on découvrirait que elle a volé un manuscrit. Enfin bref, ça parle de plein de trucs. C'est hyper chouette, j'ai beaucoup aimé. C'est très accessible en termes de langue. Je l'ai écouté et lu en même temps parce que juste écouter c'était pas possible, mais que j'avais très envie de faire évoluer un peu mon accent, j'allais dire anglais américain du coup plutôt. Du coup c'était très chouette, j'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé que c'était prenant, j'avais envie de savoir. J'ai mis du temps à le lire. J'ai mis du temps à lire parce que trouver un moment pour pouvoir écouter un roman en anglais dans le calme sans être interrompu toutes les 2 minutes et demie, c'est pas évident chez moi. Mais c'est pas parce que ça me déplaisait, c'est parce que voilà, je pouvais physiquement pas. Mais en vrai, j'ai absolument adoré ce livre. Je suis ravie de l'avoir lu, je suis ravie de l'avoir découvert. C'était passionnant, c'était bien écrit, c'était intelligent. Je pense quand même que l'autrice parle de choses qu'elle a pu peut-être connaître. Je sais pas trop ce qu'elle en a dit, je crois qu'elle a dit que c'était pas, voilà, que c'était pas du tout biographique ou quoi, autobiographique en tout cas, mais enfin, consciemment ou pas, il y a forcément un peu de son expérience qui parle, de par le fait qu'elle est elle-même une femme d'origine asiatique américaine. Je crois qu'elle est, je sais plus, tiens, bon bref, peu importe, mais en tout cas elle est d'origine asiatique et américaine, et donc forcément, il y a son expérience qui doit interférer d'une façon ou d'une autre. C'est hyper incisif, c'est hyper violent par moments, c'est hyper dur. Bon, je vous le recommande vivement, je pense que ça va faire partie de mes coups de cœur de l'année
parce que c'était génial, parce que j'ai adoré le lire, j'ai adoré l'écouter, j'ai adoré lire de la VO spontanément sans cadre précis, c'est-à-dire sans explorer un livre concrètement. Et je remercie Juliette de m'avoir poussé à le découvrir. Mais merci beaucoup Juliette du coup, parce que c'était une excellente recommandation que j'ai trouvée absolument passionnante et que j'ai eu un petit pincement au cœur à quitter parce que c'était un petit peu devenu là ces derniers temps un rituel du soir d'écouter 1 ou 2 chapitres de Yellowface. J'ai beaucoup aimé la narratrice en audio, si jamais. Voilà, c'était très chouette. Bref, et du coup, le livre que j'ai lu aujourd'hui, c'est Et à la fin, il meurt de Loulubi, donc écrit et illustré par Loulubi, qui a un compte Instagram, si jamais ça vous intéresse, qui est très très chouette. Et ça va parler, je vous l'avais déjà évoqué, je crois, en gros, des contes. Voilà, donc des origines, des réécritures, des différentes écritures. Ça pose des questions en termes de social, hein, c'est-à-dire l'objectif des contes, comment ça a pu évoluer, comment la religion influence des contes, les différentes visions qu'on peut avoir des contes à travers le temps et les objectifs de ceux qui narrent les contes. Hein. Donc ça va de notamment Perrault, mais avant déjà, à Disney, enfin Walt Disney, etc. Et ça remet plein de choses en place très très importantes. Vraiment, ça remet plein de trucs en place. Et au-delà du côté très, comment on peut dire, pédagogique et didactique de l'ouvrage en lui-même, c'est hyper drôle, c'est hyper impertinent, c'est hyper intelligent, c'est bien pensé, c'est vraiment... les dessins sont très chouettes, moi j'aime beaucoup. Elle a son style de dessin qui, moi, me plaît beaucoup. Et à certains moments, elle va faire d'autres styles qui vont s'adapter à certaines thématiques. Enfin, c'est vraiment... c'est très très bon, quoi. Je trouve ça très 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 bon. C'est plein de petits moments hyper incisifs avec voilà, des questionnements autour du féminisme, autour du patriarcat, de la vision qu'ont les gens des femmes, beaucoup, puisque ça parle quand même pas mal aussi de femmes, et ça parle aussi de l'origine des contes, qui à l'origine était orale, qui était destinée au peuple, et comment en fait l'aristocratie, les riches, les bourgeois se sont appropriés les contes pour en faire un support de pseudo-apprentissage, de pseudo-morale, comment à l'origine les contes c'était pour les adultes, puis c'est devenu quelque chose pour les enfants, comment aujourd'hui les contes évoluent dans notre société actuelle et comment ils sont repris et réinterprétés, enfin bref. Très 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 bonne découverte, très bon livre que j'ai absolument adoré, que je relirai avec plaisir, voilà, par petits bouts, je pense. Donc voilà, je vous invite à le découvrir. Donc c'était un cadeau de la part de Pénélope dans notre swap de mars, je crois. Ça remonte un petit peu, hein. Mars. Voilà, donc c'est tout, c'est déjà finalement pas si mal puisque ça fait que j'ai terminé 4 livres cette semaine. Je vais maintenant vraiment vraiment me pencher sur le Chant des géants et sur le Titi Clown que je vais lire de la même façon que j'ai lu Yellowface, à savoir en audio et en support papier simultanément. Je ne sais pas combien de temps il me reste sur mon essai gratuit BookBeats, sûrement pas le temps d'un livre entier. Donc quand j'aurai plus de temps d'écoute, je le finirai juste en lecture. Mais j'aime beaucoup, d'autant que je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est une version anglaise sur BookBeat. Donc c'est un autre accent et c'est très chouette aussi du coup de varier. Voilà. Je vais vous laisser, je ne sais pas du tout. Est-ce que je clôture maintenant? Oui, je vais clôturer maintenant, parce que comme ça demain j'aurai pas à le faire. Voilà, je sais pas trop ce que ça va donner en termes de plan, je pense que j'ai encore fait tout à l'arrache. Je dois vous avouer que tant qu'on n'aura pas repris un rythme normal, ça va être compliqué pour moi de réussir à me poser. Mais soit, c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a, hein, c'est pas très grave, c'est des vlogs, c'est pas non plus censé être hyper formel. Du coup, avant de vous laisser, je voulais vous dire que je me suis fait un compte TikTok pour celles et ceux que ça intéresserait, parce que je suis hyper attirée par ce format vidéo très courte. J'aime beaucoup regarder ce format-là avec voilà des condensés, soit d'avis lecture, de pales, etc. Je trouve ça hyper sympa aussi, même si j'adore le vidéo long, le format long de YouTube. J'aime beaucoup aussi le format très court, type réel, mais sur TikTok, c'est vrai que il faut bien admettre que ça fonctionne beaucoup mieux, que c'est pensé pour ça en fait, contrairement à Instagram. Donc je me suis dit que j'allais tenter. J'ai découvert que je n'étais pas la seule vieille de TikTok qui ne lit pas de romance, donc c'est très chouette. Je vais essayer de me faire une petite communauté de personnes à suivre qui lisent des choses qui m'intéressent.
Voilà, donc si jamais je rajouterai le lien dans mes liens en bas là. Et puis, venez si ça vous intéresse. Sur ce, je vais maintenant vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bien qu'elle ait été encore une fois un petit peu chaotique, je ne vous cache pas que la semaine prochaine ne risque pas d'être beaucoup plus claire et beaucoup plus posée. Puis n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes lectures. N'hésitez pas à me faire des recommandations en commentaire éventuellement. Je vous souhaite plein de bonnes lectures, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.